Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait un petit moment, je sais, je suis pas régulière, mais j'essaye quand je peux de faire des vidéos et surtout quand je suis motivée. Aujourd'hui, on va faire mon bilan lecture du mois de septembre. Donc, c'est un update lecture. Je vais vous parler donc de 3 romans et de 3 graphiques. C'est la première fois en un mois entier que je ne lis aucune romance parce que même le manga que j'ai lu, c'est un manga boys love, donc une romance entre deux hommes, mais c'est quand même fantastique. Donc c'est la première fois et en fait avec le Pumpkin Autumn Challenge auquel je participe, j'étais vraiment en plein dans l'ambiance automne. J'avais envie de lire des choses fantastiques, j'avais envie de lire des choses avec des sorcières, donc c'est ce que j'ai lu en septembre. J'espère que je vais continuer sur cette lancée. En tout cas c'est parti. Comme à chaque fois, je vous ferai une séparation entre les romans et les graphiques. Fin août, début septembre, j'ai lu le tome 1 de la saga Avery Brookwell, Bienvenue à Salem de J.A. River, publié chez et les éditions Bookmark dans leur collection Urban Fantasy. Bon, déjà la couverture, voilà, je suis très fan de cette maison d'édition. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu, je vous le mettrai dans le petit i si j'y pense. J'ai fait un vlog lecture spécial de cette maison d'édition où je vous présentais ce livre et maintenant il est temps de vous en faire un avis lecture. Dans ce roman, on va suivre Avery Brookwell, qui est une humaine détective, détective privée qui n'y connaît rien du tout au monde surnaturel et qui est souvent engagée pour traquer des hommes qui trompent leurs femmes, etc. Un jour, il y a un homme qui lui propose une grosse somme d'argent. En échange, elle doit aller à Salem pendant plusieurs jours, voire semaines, le temps que ça lui prendra pour découvrir qui a tué sa fille. Donc du coup, elle accepte parce que la somme est intéressante. Ça change de d'habitude parce qu'elle n'a pas l'habitude de travailler en fait sur des meurtres. Et voilà, sentant la détresse du père de Isabelle, donc la jeune fille qui est morte, Avery accepte d'y aller, mais elle va s'en rendre compte qu'en fait, Isabelle n'était pas juste un meurtre isolé, mais il y a une série de meurtres qui se passent depuis plusieurs mois à Salem, et donc petit à petit, elle va découvrir un petit peu tout ce qui se trame dans cette ville à la fois sombre et mystérieuse et qui semble cacher vraiment beaucoup de secrets. Je vous en dis pas plus, forcément, bon, c'est pas un spoil, c'est marqué dans les hashtags, mais on est sur sorcière, magie, enemies to lovers. C'est vrai que, comme souvent dans les séries d'urban fantasy, la romance est vraiment au second plan. Même si je l'ai trouvé assez cliché, entre guillemets, dans le sens où c'est vraiment le beau gosse avec les muscles saillants, etc. En même temps, je trouvais que voilà, c'était déjà assez exagéré. Et en même temps, je trouvais que vraiment l'autrice a réussi à ajouter un petit truc sombre à ce personnage masculin qui fait que, en même temps, on l'apprécie et en même temps, on se pose beaucoup de questions sur lui. Donc voilà, c'est cliché et en même temps, pas trop. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. En fait, j'ai vraiment fait une panne de lecture après. J'ai eu une obsession pour ce livre parce que j'ai adoré l'univers et l'ambiance. L'ambiance très gothique à la Mercredi Adams. J'ai vraiment adoré toute la mythologie qu'il y a autour des sorcières. C'est vrai qu'on nous donne un peu les infos comme ça de but en blanc et du coup on a plein d'infos d'un coup pendant une scène et on est en mode... On a du mal à se repérer, mais petit à petit, il y a des rappels, notamment dans le tome 2 que je vous présente juste après. Donc, on s'en sort quand même, et vraiment, c'était génial. Il y avait à la fois du mystère, j'avais presque envie de dire que c'était un peu un cosy mystery surnaturel, parce qu'on suit vraiment l'enquête autour des meurtres pour comprendre qui a tué Isabelle, mais même en dehors du côté cosy mystery, voilà, il y a un côté surnaturel qui est présent. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé qu'on rencontre des personnages et tout, que Avery se lie d'amitié avec certains. J'ai apprécié qu'il y ait à la fois de l'action, à la fois des moments calmes, à la fois une toute petite romance, une amitié. Enfin, vraiment, il y avait de tout. C'était excellent. Enfin, vraiment, c'était génial. Comme je dis, les seuls petits trucs, voilà, c'est que la romance était un peu exagérée au bout d'un moment. Mais encore une fois, il se passe un truc à la fin, je peux pas vous dire, qui fait que cette romance n'est pas si cliché que ça. Mais je vous laisse découvrir. Et juste voilà, le fait qu'à un moment, en fait, quand on apprend en gros qu'est-ce qui se passe et qui est l'univers, c'est vrai que les infos étaient un peu toutes lâchées d'un coup. Mais vraiment, à part ça, c'était excellent. J'ai passé un super moment, vraiment. Je suis en train de lire le tome 2 du coup actuellement, qui est Meurtre au Coven. J'en suis à la moitié, clairement je l'aurais fini avant, parce que là on est le 24 septembre, je l'aurais fini avant le mois d'octobre, et vraiment je pense que ça devient une saga d'urban fantasy que je vais adorer. Je suis même sûre que ce sera dans mon bilan lecture, mon top 2024, parce que
j'ai trop aimé. C'est exactement ce que j'aime, l'ambiance witchy, petite ville, très spooky, c'est parfait pour l'automne. Enfin, en tout cas, j'adore, voilà. Donc je ne peux que vous conseiller cette duologie et ça m'a plongé dans une ambiance de sorcière. C'est pour ça que parfaite transition sur ma deuxième lecture roman, ma troisième de ce mois-ci, et Le Royaume des damnés, le tome 1 de Kerry Maniscalco. Voilà, j'étais en panne de lecture, j'arrivais pas à trouver un autre livre à lire après Avery Brookwell et je me suis dit, bah j'ai envie de lire des sorcières, donc je vais lire les livres sur des sorcières et j'avais cette romantaisie qui traînait dans ma pile à lire depuis un certain temps. Je l'ai en version collector reliée, je vous montre parce qu'elle est vraiment magnifique. Voilà, en fait, dans ma bibliothèque, j'enlève la jaquette parce que je trouve ça trop beau et on a la carte de l'univers à l'intérieur, enfin... On a la carte des enfers à l'intérieur. Donc, dans ce premier tome, on va suivre Emilia et Vittoria, qui sont deux sorcières. Donc, l'histoire, en fait, se passe dans une petite ville en Sicile, il me semble. Donc, on est vraiment à fond dans l'ambiance Italie, Dolce Vita, etc. Que ce soit la plage, la mer, que ce soit les références à la nourriture. Il y a beaucoup de références à la nourriture. Ça donne très faim, ce livre, vraiment. Et même juste les petites villes en pavé, etc. Je pense que c'est une Sicile un peu moyenâgeuse parce que on est sur une ambiance un peu où les habitantes ont des robes, où les habitants ont des chemises à froufrou, tout ça. Et en fait, c'est pas forcément précisé, mais je pense pas que ce soit notre monde actuel. Et du coup, on va suivre ces deux sœurs qui sont jumelles et qui sont en fait des sorcières, mais elles se cachent des humains parce que dans ce monde, on n'a pas le droit de dire qu'on est une sorcière, sinon on peut se faire tuer. Malheureusement, il va y avoir une des deux sœurs, donc Vittoria, qui va être tuée. Et vraiment, les circonstances de sa mort sont très mystérieuses et un peu sanglantes. Emilia va complètement disjoncter, en fait. Perdre sa sœur jumelle, c'est vraiment comme perdre une partie d'elle. Et en fait, pendant tout le roman, quasiment, on est sur le début de sa vengeance. Parce qu'on a bien compris que sa vengeance va se poursuivre et va être encore plus importante. Mais on va du coup suivre Emilia qui va essayer de découvrir qui a tué sa sœur. Et sauf qu'en voulant découvrir qui a tué sa sœur, malencontreusement, je ne vous dis pas comment, je vous laisserai découvrir, elle invoque un des 7 princes de l'enfer et elle se lie à lui d'une certaine façon que je peux pas non plus vous dire pour pas vous spoiler, qui les oblige un petit peu à être ensemble pendant toute la durée en fait de l'enquête et j'ai vraiment aimé ce côté-là. Alors, c'est une lecture mitigée en 2 teintes parce que j'ai bien aimé ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers, j'ai hâte de lire la suite et non vraiment j'ai beaucoup aimé cette lecture. Mais il y a des petites choses qui m'ont dérangée pendant ma lecture, comme par exemple je trouve qu'il y avait beaucoup de longueur à certains moments. En fait, j'ai vraiment réussi à rentrer à fond dans le livre à partir de la page 250 en sachant qu'il y en a genre 379 je crois. Donc c'était un peu après la moitié que j'ai vraiment réussi à me mettre à fond dedans parce que voilà, comme je dis, il y avait pas mal de longueur. En fait, on suit que le point de vue de Emilia. Donc c'est vrai que le point de vue de colère m'a manqué, même si je comprends pourquoi il n'a pas été mis parce que ça laisse un certain suspense qui nous donne forcément envie de continuer. Je trouve qu'il m'a quand même manqué ses pensées à lui. Et en fait, le fait qu'on soit qu'avec Emilia, on était tout le temps dans ces monologues internes. Il y en avait beaucoup et c'est vrai que par moments, j'étais un peu... Je me demandais quand est-ce que l'intrigue, les actions allaient arriver. Alors, il y en a quand même, hein, je vais pas dire qu'il est plat, mais il est vraiment introductif comme tome. Et je pense vraiment qu'il va y avoir plus d'action dans le tome 2 et le tome 3. Alors, je sais pas, ça se trouve, je me trompe totalement. Mais voilà, ça reste quand même introductif, surtout le début. Et il y avait aussi des moments, des scènes que je trouvais un peu bizarres. La transition, en fait, il y avait des moments, j'étais en mode... Attends, on passe de ça à ça, pourquoi? Ah d'accord. Et je comprenais pas pourquoi ça desservait l'intrigue. Malgré tout, j'ai adoré le personnage de Colère, j'adore l'univers, comment les règles et tout sont construites. J'ai beaucoup aimé l'ambiance quand même très sicilienne, le fait que les sorcières et les démons, en fait, ils sont ni gentils ni méchants, aucun des deux, contrairement à ce que les sorcières pensent et contrairement à ce que les démons pensent. Et j'aime vraiment beaucoup cette alchimie, en fait, et même ce combat qu'il y a entre les deux espèces. Et vraiment, la fin était prévisible parce que j'ai pas été énormément surprise non plus dans cette lecture. Mais j'étais quand même... Je m'en doutais, j'adore, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de voir la suite parce que c'est vrai qu'on nous laisse quand même sur un certain suspense. Donc voilà, c'était une excellente lecture, une bonne romantaisie. Du coup, c'était bien parce qu'il n'y avait pas de scène de smut.
Voilà, c'était bien, du coup ça change. C'est pas forcément young adulte non plus. C'est pour ça que je dis que en fait ce premier tome reste introductif parce qu'on est vraiment concentré sur la vengeance d'Emilia et sur l'univers qui se développe et découvrir qui a tué sa sœur. Et je pense qu'on a encore vraiment plein de choses à découvrir sur cet univers, sur les enfers notamment. Donc j'ai très hâte de lire le tome 2. En lecture graphique, j'ai commencé le mois avec Molang. C'est une BD jeunesse où il n'y a pas du tout de dialogue, mais juste on est à fond dans l'ambiance d'Halloween et de... attendez, je vous trouve un passage avec Halloween. Voilà, on est à fond dans l'ambiance Halloween et automne. Donc j'ai vraiment adoré. C'était tout petit, c'était tout mignon, ça s'est lu comme ça, avec des petits bruits de pluie dans les oreilles, c'était parfait. C'est une BD jeunesse que j'avais achetée à un festival parce que je connais en fait la mascotte japonaise, je l'aime beaucoup, je la trouve vraiment trop mignonne. Et puis juste, ils ont fait une collection en fait où c'est un tome par saison. J'ai acheté l'automne et l'hiver, voilà, parce que ce sont mes 2 saisons préférées. Et puis ça m'a permis de valider une catégorie du Pumpkin Autumn Challenge. Donc vraiment pour les enfants, je la conseille parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Pour les adultes aussi, ça fait passer un bon moment, ça se lit en 5 minutes. Enfin voilà, c'était trop mignon et je l'inclus quand même dans mes lectures. Pour rester sur de la bande dessinée, on a cette énorme bricasse qui pèse 3 tonnes. Voilà, ça se voit pas, mais c'est quand même une grosse bande dessinée. Il s'agit du Festival du Dragon Thé de Kay O'Neill. Donc c'est une je sais pas comment dire pour inclusif, mais c'est un auteurice non binaire du coup, qui dessine et qui fait aussi les scénarios. Et je l'ai découvert cette année et j'ai vraiment adoré ses dessins, j'ai eu un gros coup de cœur. Je trouve ces univers à la fois mignons, à la fois divers, inclusifs et fantastiques. Et vraiment, je sais pas, ça a matché en fait son univers avec moi et du coup j'ai vraiment adoré. Le tome 1 c'était le cercle du dragon T je crois, et là c'est le festival, donc il est beaucoup plus gros. Et en fait ces événements là dans ce tome-ci se passent avant le cercle du dragon T, que j'avais beaucoup aimé, qui était aussi sous forme de saison. Chaque chapitre c'était une saison différente et là vraiment c'était trop bien, c'était tellement profond en fait, on va vraiment dans les sentiments des personnages. Et je trouve que toutes les œuvres de cette auteurice sont pour tout âge. Vraiment, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, ça peut vraiment toucher tout le monde. Et je trouve que sa capacité à faire ça est vraiment extraordinaire. Donc je vais vous montrer un petit peu, si j'y arrive, quelques planches. En plus, vraiment, les couleurs étaient très automnales. C'était vraiment magnifique. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. C'était tout mignon. Il y a des petites romances derrière, très légères. C'est pas du tout le centre de l'histoire. Mais voilà, j'aime trop, c'est trop mignon. Et vraiment, les dragons thé, mais ma passion maintenant, ma passion. Ils sont trop mignons. Il me reste encore un tome à lire de cette saga. Il y a 3 tomes. Et voilà, c'était génial. Là, je saurais pas trop quoi vous en dire en fait. On est vraiment sur un univers spécifique. C'est, je pense, oui, de la fantaisie pure. Parce que comme je dis, la romance, c'est vraiment moi qui la cherche. Mais sinon, c'est pas au centre. C'est plus de l'amitié au centre, la famille au centre de l'histoire. Et aussi la découverte d'une nouvelle créature, du coup, qui est un dragon très ancien qu'on voit sur la couverture. Voilà, et je sais pas, c'était plein d'espoir, plein d'amour. Une excellente bande dessinée à lire en automne, à lire au printemps aussi, puisqu'il y avait beaucoup de fleurs. Voilà, enfin, je sais pas quoi vous dire, c'était vraiment trop bien. Enfin, la dernière lecture graphique et lecture tout court de ce mois-ci, il s'agit du tome 4 de Coyote de Ranmaru Zaria. Donc là, on est sur une romance MM, Beat Lit, donc Urban Fantasy, fantastique, où on suit dans le tome 1. Du coup, je vais forcément vous parler du tome 1 et pas du tome 4. On suit du coup Coyote, qui est un jeune loup-garou, jeune homme loup-garou, qui en fait, pendant la pleine lune, il a un problème, il est en rut. C'est-à-dire qu'il a besoin en fait d'assouvir des désirs sexuels de sa nature de loup. Et il va tomber en fait sur, j'oublie toujours son nom, Marlène. Marlène, qui est en fait un simple barman, pianiste, et en fait il va l'aider sexuellement. Alors vraiment, l'histoire part de ça. J'avoue, même moi, j'étais réticente au début, mais tout l'univers qu'il y a derrière est encore plus grand. Je conseillerais vraiment cette saga à toute personne qui aime lire des romans MM fantastiques, parce que
C'est très profond, on est loin vraiment des yaoi, boys love, manga qu'on trouve d'habitude. C'est vraiment une histoire, un univers. En fait, on va découvrir dans les autres tomes que Coyote fait partie en fait d'une meute qui se fait chasser par un groupe de personnes qui sont des chasseurs de loups-garous et qui sont la mafia, et vraiment c'est incroyable tout ce qui se passe dedans. Il y a de l'action dans tous les tomes et on est vraiment sur une romance impossible en fait, et j'adore cette tension, j'adore tout ce qu'on peut ressentir. J'adore les dessins vraiment de Ranmaru Zarya, ils sont magnifiques en fait, vraiment ils sont magnifiques. Voilà, les images ça vous spoil pas vraiment trop, mais vraiment c'était trop bien. J'adore cette série et j'aimerais tellement qu'elle soit plus visible, parce que comme je dis, même si vous lisez pas forcément des mangas d'habitude, je trouve qu'elle a un côté réaliste en fait qui change des mangas boys love dans les lycées japonais, etc. C'est vraiment plus urbain. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment de l'urban fantasy en version manga. Et voilà, je vous montre l'image de l'intérieur. Enfin, vraiment, j'adore cette saga et j'ai beaucoup aimé ce tome 4. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'à chaque fois, on attend entre 2 ou 3 ans entre chaque tome. Ça fait longtemps donc que je suis cette saga. Et c'est juste parce qu'en fait, la mangaka ou le mangaka, je ne sais pas, japonais, met du temps. Et le temps qu'ensuite ce soit traduit, pardon, c'est long, mais j'en suis très attachée. Et donc, je ne rate jamais les sorties des tomes. Et j'ai hâte du 5e, mais pas savoir quand est-ce qu'il arrivera. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir les romans que j'ai présentés ou alors les graphiques. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire, comme à chaque fois, si vous avez lu un de ceux-là ou si vous avez lu d'autres livres de ces auteurs, autrices, auteurices. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.